Sur les rives du Léman, le laboratoire INRA de Thonon consacre depuis plus de 50 ans ses travaux de recherche à l'étude des lacs. Ces écosystèmes si particuliers et mal connus comportent de nombreux enjeux sociétaux. Production d'eau potable, ressources piscicoles, activités touristiques et récréatives, et maintien de la biodiversité. Afin de toujours mieux comprendre ces écosystèmes complexes, la station INRA s'est associée en 1999 avec l'Université Savoie-Mont-Blanc pour constituer l'UMR Cartel, ou Centre alpin de recherche sur les réseaux trophiques et écosystèmes limniques. Le Cartel pilote un observatoire des lacs baptisé OLA. L'UMR Cartel est le porteur de l'observatoire OLA, Observatoire des lacs, qui s'est constitué initialement sur le suivi des lacs Léman, Annecy, Bourget, en relation avec nos partenaires gestionnaires, la CIPEL, le SILA et le CISAL. Ces trois grands lacs emblématiques, auxquels s'est récemment ajouté le lac d'Aiguebelette, représentent pour la région Rhône-Alpes une ressource stratégique d'un point de vue économique, écologique, sociétal et culturel. OLA s'appuie sur une base de données constituée de ces suivis de la qualité écologique de ces lacs historiques depuis les années 60, mais s'est élargi à d'autres lacs répartis sur le territoire métropolitain et qui sont portés par des laboratoires partenaires. L'Observatoire s'inscrit dans une démarche collective scientifique en partageant des compétences, des outils, des méthodes, mais aussi des services ouverts à l'extérieur et en particulier à la communauté scientifique internationale. Mieux caractériser, mieux comprendre le fonctionnement des lacs pour, in fine, modéliser et prédire les réponses de ces lacs et puis de leur biodiversité aux pressions qu'ils subissent, c'est évidemment ça l'enjeu d'observatoires tels que OLA. Les pressions, ce sont les pressions exercées par l'activité humaine à la fois sur le lac et sur les bassins versants. Et bien sûr, les conditions climatiques qui sont changeantes comme on le sait. Surveiller pour comprendre et prédire pour mieux gérer, puisque en définitive, les connaissances qui sont produites, elles doivent être mises au service d'actions de gestion pour maintenir non seulement l'état de qualité du lac, mais aussi tous les services qu'il rend aux sociétés humaines. En effet, une des particularités de l'Observatoire des lacs est d'entretenir des partenariats privilégiés entre gestionnaires d'espaces naturels et scientifiques. Donc les relations entre gestionnaires et scientifiques sont fréquentes, régulières, fonctionnent dans les deux sens aussi. Nous, on a besoin, gestionnaires, d'aide à la décision quand des problèmes se posent. On a rencontré des problèmes de ressources halieutiques, de partage de la ressource. Certains lacs ont rencontré des problèmes de cyanobactéries sur la production d'eau potable. Donc bien évidemment, c'est vraiment disposer de conseils avisés qui reposent sur des bases scientifiques solides pour prendre les meilleures décisions. Les scientifiques sont aussi à l'écoute des gestionnaires, puisque par exemple au lac d'Annecy, on a une réunion annuelle avec l'ensemble des représentants d'usagers. Les scientifiques sont présents, font le retour sur les suivis scientifiques réalisés, mais aussi sont à l'écoute des évolutions des pratiques, puisque ça va très vite sur les lacs alpins. Donc voilà, ce sont vraiment des échanges qui fonctionnent dans les deux sens. Un autre axe structurant de l'Observatoire est de fédérer une multitude de laboratoires de recherche. Ces partenariats scientifiques d'envergure nationale permettent d'étudier le fonctionnement des écosystèmes lacustres à travers des champs de compétences variés. Donc, au laboratoire Editem, on intervient dans l'Observatoire des lacs en apportant notre compétence sur l'étude des carottes sédimentaires. Et ça nous permet, à l'intérieur de l'Observatoire, de fournir aux collègues qui travaillent sur l'évolution récente des environnements, de leur apporter une profondeur de temps plus importante. Et de notre côté, on reçoit via ce partenariat scientifique qui est extrêmement large à l'échelle nationale, on a pu développer des choses originales qu'on n'aurait pas pu développer sinon, notamment tout le travail qui a été fait sur l'étude de l'ADN contenu dans les sédiments, qui était quelque chose qui nécessitait réellement un travail interdisciplinaire avec à la fois des microbiologistes d'un côté, notamment les collègues de Thonon, et puis les compétences qui sont développées à Editem autour de l'étude des carottes sédimentaires. Il y a différents laboratoires qui interviennent dans l'Observatoire des lacs alpins.
L'intérêt de ces différents laboratoires, outre le caractère interdisciplinaire, c'est qu'ils ont chacun leurs objets d'étude. Et donc on a par exemple des lacs urbains qui sont étudiés, des lacs périalpins comme le lac du Bourget à côté duquel nous sommes, et puis également des lacs d'altitude. Et rarement en dehors de ce cadre de haut-là, on a des possibilités d'intercomparaison de résultats de recherche acquis dans des écosystèmes aussi différents que ceux-là. Répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain, les lacs suivis par l'Observatoire possèdent des caractéristiques et enjeux divers. À l'Université Clermont-Auvergne, le laboratoire LMGE étudie les lacs du Massif central. Donc l'Auvergne présente une grande richesse de milieux naturels qui sont relativement préservés de l'activité humaine. Et donc on va retrouver un grand nombre de lacs naturels dont la plupart sont issus de l'activité volcanique. L'Observatoire des lacs s'intéresse plus particulièrement au lac Pavin et au lac d'Eda. Le lac Pavin est le lac le plus profond avec ses 92 mètres de profondeur et c'est surtout l'unique lac méromictique de France, c'est-à-dire qu'il a une zone anoxique à partir de 60 mètres de profondeur. Donc pour ces raisons, il bénéficie d'un suivi et d'un intérêt particulier de la part des chercheurs. Le second lac, qui est le lac d'Eda, lui est un lac en voie d'eutrophisation très marqué. Et donc, depuis quelques années, depuis 2012, une zone humide a été restaurée de façon à permettre une réhabilitation de ce lac. À l'université Paris-Est-Créteil, le laboratoire LESU étudie les lacs urbains. Bon, les lacs urbains fournissent de nombreux services écosystémiques, particulièrement essentiels dans les bassins versants fortement anthropisés. Par exemple, le contrôle des inondations, la préservation de la biodiversité, la formation d'îlots de fraîcheur et même dans certains cas, l'approvisionnement en eau potable. Ces lacs sont généralement petits et peu profonds, ce qui leur confère des spécificités de leur fonctionnement hydrodynamique et écologique. Et de ce fait, ils sont très réactifs aux forçages extérieurs. Pour leur suivi, cela nécessite de mettre en œuvre des systèmes de suivi en continu et à fréquence élevée. Donc pour cela, nous avons équipé le lac de Créteil pour en faire un site expérimental pérenne en vraie grandeur. Nous avons installé une station de mesure automatique à haute fréquence qui suit les variables hydrodynamiques et écologiques, mais aussi les variables météorologiques juste au-dessus du plan d'eau. Et donc ce lac constitue un site expérimental modèle, non seulement en France, mais aussi dans d'autres régions du monde où les enjeux autour des ressources en eau sont particulièrement critiques, comme par exemple en Chine ou au Brésil. D'autres lacs sont suivis au sein de l'observatoire car ils ont la particularité d'être plus réactifs que d'autres aux changements globaux. C'est le cas des lacs d'altitude. Les lacs d'altitude sont des milieux emblématiques avec une forte valeur culturelle et écologique. Ils ont un fonctionnement spécifique qui est lié à un bassin versant petit et pentu auquel le lac va réagir très rapidement et également des conditions climatiques extrêmes puisque ces lacs sont gelés une grande partie de l'année. Malgré leur image de nature préservée, ces lacs sont également influencés par les activités humaines, que ce soit les usages du bassin versant avec le pastoralisme ou les refuges, également l'introduction de poissons avec la pêche. Et on a aussi un effet du changement climatique qui va modifier les flux et la température de l'eau. Et puis également des pollutions atmosphériques qui vont arriver des plaines jusqu'au lac. Alors par rapport à ces lacs d'altitude, en fait, il y avait une convergence de plusieurs groupes de personnes, des scientifiques, des gestionnaires d'espaces protégés, des utilisateurs, qui se posaient des questions et il a été décidé de travailler ensemble dans un réseau qu'on appelle Lac Sentinelle. Alors ce réseau, il réunit des gestionnaires d'espaces protégés comme les parcs nationaux dans les Alpes et les réserves naturelles de Haute-Savoie. Et d'ailleurs, les réserves naturelles de Haute-Savoie, Aster, on coordonne ce réseau à l'échelle des Alpes. Il y a évidemment plein de laboratoires de recherche et puis la particularité c'est d'avoir aussi des usagers de ces lacs comme EDF ou comme les pêcheurs. Donc il y a un protocole commun qui a été développé dans un observatoire des lacs d'altitude sur 20 lacs à l'échelle des Alpes, donc du nord des Alpes, de la Haute-Savoie jusqu'aux Alpes-Maritimes, au Mercantour. Et donc chaque année on va sur ces lacs et on mesure des paramètres communs. Pour pouvoir suivre l'état écologique des lacs, les scientifiques mettent en œuvre des techniques d'échantillonnage qui permettent de récolter des données régulières sur le terrain. Des mesures et prélèvements sont réalisés à un point de référence situé au point le plus profond du lac. Le disque de Secchi permet de mesurer la transparence de l'eau. La transparence de l'eau fournit des informations sur la densité du phytoplancton ou la présence de matière en suspension.
Une sonde multiparamètres immergée à la verticale mesure des paramètres physico-chimiques tels que la température, l'oxygène dissous, le pH et la conductivité sur l'ensemble de la colonne d'eau. En complément de ces mesures directes de terrain, des prélèvements d'eau sont effectués et destinés à des analyses en laboratoire. En laboratoire, les scientifiques mesurent les paramètres chimiques de l'eau. La concentration en oxygène dissous permet notamment d'estimer l'activité du phytoplancton. Elle peut aussi donner des informations sur les phénomènes de brassage qui proviennent généralement en hiver lorsque les eaux froides de surface basculent au fond du lac en réoxygénant l'ensemble de la colonne d'eau. Les concentrations en phosphore et en azote sont surveillées de près par les scientifiques. Le phosphore, en trop forte concentration, entraîne un phénomène appelé eutrophisation qui asphyxie le milieu suite à des développements importants d'algues. Certains échantillons d'eau sont destinés aux analyses biologiques. Les différentes espèces de phytoplancton et zooplancton sont identifiées et comptées au microscope. Certaines espèces de phytoplancton sont dites bio-indicatrices, c'est-à-dire que leur proportion dans l'échantillon peut permettre d'établir un diagnostic de l'état écologique du lac. Quant au zooplancton, il est à la fois prédateur du phytoplancton et prédaté par les poissons. Sa position clé dans le réseau trophique permet aux scientifiques de comprendre les perturbations venant à la fois du haut ou du bas de la chaîne alimentaire. D'autres échantillons d'eau sont destinés aux analyses biologiques en cytométrie. Cette technique permet de compter et classer certaines espèces de phytoplancton trop petites pour être identifiées en microscopie classique. Les différents groupes observés se distinguent par leur fluorescence et leur taille. Une attention particulière est portée aux cyanobactéries. Les cyanobactéries, ce sont des prokaryotes photosynthétiques qu'on assimile souvent à des microalgues et qui ont la capacité, dans certaines conditions environnementales, de proliférer. Et lorsque ces micro-organismes prolifèrent, eh bien, ils peuvent aussi être porteurs de toxines et évidemment cela pose un réel problème car il y a un danger potentiel. Et donc au sein du laboratoire, on s'intéresse à un certain nombre de ces cyanobactéries qui ont la capacité, 1, d'être présentes sur nos écosystèmes et 2, de proliférer. On utilise un certain nombre d'outils, d'instruments pour pouvoir les observer, les trouver, qui va de la microscopie jusqu'à la biologie moléculaire, et de plus en plus via aussi l'utilisation de modèles mathématiques qui ont pour vocation, in fine, potentiellement, on l'espère, de pouvoir faire de la prédiction dans l'avenir. Évidemment, aussi bien pour nous que les usagers, que les gestionnaires, il y a un réel intérêt à savoir est-ce que dans quelques mois, dans quelques années, au regard de l'évolution de nos écosystèmes, ces cyanobactéries vont être présentes et vont proliférer. Les évolutions technologiques de ces dernières années ont permis l'utilisation grandissante des analyses biologiques par l'ADN environnemental. Cette technique permet d'isoler l'ADN contenu dans les échantillons d'eau prélevés. Grâce à l'ADN qui constitue une carte d'identité pour chaque espèce, la présence d'espèces difficilement observables peut être décelée. Des espèces animales, végétales ou microbiennes, extrêmement rares, peuvent ainsi être quantifiées. Afin de comprendre les phénomènes qui régissent les milieux lacustres sur des échelles de temps variées, les scientifiques ont développé des outils adaptés. Les capteurs dits haute fréquence permettent d'étudier les variations environnementales opérant sur des pas de temps très courts. La mesure haute fréquence désigne une mesure avec un faible intervalle de temps entre les deux mesures. Le pas de temps d'acquisition peut être de l'ordre de la minute, horaire ou voire journalier. Tout dépend de la cinétique du processus recherché. La mesure haute fréquence permet donc de suivre plus finement la variation temporaire des paramètres étudiés. Ceci permet de saisir les instances de changement des événements de caractère extrême ou courte durée, comme par exemple l'impact de la tempête sur les différents compartiments biologiques du lac. Afin de mettre en perspective les changements dans les conditions environnementales actuelles, des échelles de temps beaucoup plus grandes peuvent être étudiées grâce à la paléolimnologie. Cette approche utilise des carottes prélevées dans les sédiments du lac. Les archives sédimentaires lacustres, c'est une opportunité pour effectuer des reconstitutions paléo-environnementales plus loin dans le temps, d'acquérir des séries temporelles sur les conditions environnementales sur des échelles de temps de l'ordre de la centaine d'années, voire du millier d'années. On a identifié 2 défis aujourd'hui pour ces reconstitutions paléo-environnementales. C'est à la fois la consolidation des reconstitutions qui ont déjà été effectuées,
et également la méta-analyse, c'est-à-dire utiliser les archives sédimentaires non seulement sur un site mais sur beaucoup de sites de manière à couvrir des aires géographiques très vastes. Notamment aujourd'hui on a lancé un projet de recherche à l'INRA sur la séquestration du carbone à l'échelle globale. En complément des études réalisées en milieu naturel, l'Observatoire des lacs utilise des approches expérimentales afin de tester des hypothèses et d'étudier des scénarios possibles. L'utilisation de mésocosmes permet d'isoler une partie de l'écosystème à étudier pour en contrôler différents paramètres. Nos mésocosmes ici au cartel visent à étudier l'effet des événements climatiques extrêmes dans les populations pélagiques du lac Léman. On a donc isolé une partie de la colonne d'eau dans des sacs imperméables et on a apporté de la matière organique pour justement simuler des événements tels que par exemple les crues ou les tempêtes. On veut comprendre ces genres d'événements, quel effet peuvent avoir par exemple sur la biodiversité planctonique, sur les flux de carbone et les processus qui gouvernent le fonctionnement de nos écosystèmes. Le fonctionnement complexe des écosystèmes lacustres a poussé les scientifiques à développer des outils qui prennent en compte un grand nombre de paramètres. La modélisation permet de simuler numériquement le fonctionnement des lacs. Donc, la modélisation va nous permettre de reproduire des processus qui ont cours dans les milieux lacustres et nous utilisons des modèles qui sont génériques, c'est-à-dire qui peuvent être transposés d'un lac à un autre. Cette modélisation va également nous permettre de tester des hypothèses. Donc moi, par exemple, j'utilise la modélisation comme un laboratoire virtuel. Donc par exemple, j'aurai des variables de forçage, comme par exemple la température de l'air, ou la vitesse du vent, et je vais faire varier ces variables de forçage et évaluer l'impact que ces changements auront sur les paramètres du milieu comme la température de l'eau ou encore comme l'abondance de certaines espèces phytoplanctoniques. Certains outils encore en développement sont destinés à de futures utilisations au sein de l'Observatoire des lacs. Les évolutions technologiques dans le domaine de la robotique ont permis la création d'un drone aquatique baptisé le Arle. Le Arle qui est un engin autonome équipé d'un échosondeur qui permet en fait de déterminer les abondances de poissons et de regarder les liens avec leur écosystème. Donc nous avons comparé l'année passée le système d'acquisition classique par hydroacoustique, donc une embarcation équipée d'un échosondeur et 2 intervenants, et le Arle qui permet de réaliser des échantillonnages de manière autonome. Et nous avons vu que les résultats étaient similaires. Donc le Arle pourra être utilisé dans des suivis des populations de poissons, permettra de recueillir plus de données sur de plus larges échelles spatiales et temporelles. Les données recueillies dans les campagnes de suivi de l'Observatoire sont stockées sur un serveur informatique après validation par les scientifiques. Le système d'information ainsi créé représente un jeu de données inestimable, dont certaines datent des premiers suivis limnologiques du Léman à la fin des années 1950. Alors le système d'information de l'Observatoire OLA met à disposition en fait toutes ces données auprès des scientifiques, auprès des étudiants, auprès des institutions publiques ou même du grand public qui en fait la demande. Les scientifiques en fait trouvent un intérêt particulier à ce jeu de données qui est quand même très intéressant. Ça leur permet d'étudier l'évolution de certains paramètres, paramètres qu'ils peuvent choisir et identifier directement au niveau du système d'information. Et en fonction de leur questionnement scientifique, vont traduire l'évolution du fonctionnement des lacs en alliant les données de physico-chimie, les données de phytoplancton, de zooplancton, voire de poissons. Donc on recense aujourd'hui des réussites vraiment remarquables sur la base des données observatoires qui ont permis d'alerter sur des situations de crise, qui ont permis de favoriser des actions de restauration puis d'en suivre l'efficacité. Toutefois, on se trouve aujourd'hui devant une complexité certainement accrue puisqu'on est dans une situation où quasi en continu on identifie de nouvelles menaces qui pèsent sur ces écosystèmes lacustres. Donc on a comme challenge majeur probablement
d'essayer de comprendre les interactions entre ces différents facteurs de forçage, ces différentes pressions et perturbations, avec le changement climatique, les apports en éléments nutritifs dans les eaux, l'arrivée d'espèces invasives, l'exploitation des ressources par les activités humaines, la modification des habitats aussi, par exemple les berges, et aussi les micropolluants, et on parle beaucoup des microplastiques. Donc un contexte complexe, avec des facteurs en interaction dont il est souvent difficile de déconvoluer la part relative et de comprendre les impacts et la propagation de ces impacts dans les écosystèmes lacustres. Pour relever ces nouveaux défis, l'Observatoire des lacs dispose de nombreux atouts, avec sa capacité à envisager des échelles temporelles très diverses, allant du très court terme grâce aux capteurs haute fréquence, au très long terme grâce aux archives sédimentaires. La robotique et les satellites permettent une approche inédite des dimensions spatiales. L'ADN environnemental amène une résolution très fine de la biodiversité des communautés lacustres, et l'expérimentation et les modèles numériques permettent de tester des scénarios de changement. C'est donc fort de sa capacité à intégrer ces nouvelles approches et à mobiliser un partenariat pluridisciplinaire au niveau national et international que Ola s'engage aujourd'hui et pour les années à venir à aborder les grands enjeux liés à la surveillance et à l'étude des lacs.